Eh bien, nous voici de retour pour nous attaquer à la partie grande 2 du chapitre sur les satellites. Cette partie grande 2 qui s'appelle les lois de Newton appliquées aux orbites circulaires. Cette partie grande 2, on va la faire en deux temps. Je vais d'abord dans cette vidéo vous parler de la base de Freinet, de voir comment elle fonctionne et comment elle va pouvoir nous simplifier l'analyse newtonienne du mouvement des satellites. Et comme vous le voyez dans le titre, il y a marqué les lois de Newton appliquées aux orbites circulaires. Et je vais d'abord commencer par vous parler de cette approximation des orbites circulaires et regarder avec vous dans le système solaire comment sont les orbites des planètes d'abord jusqu'à l'orbite de Mars. Alors, quand on regarde les planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, on constate que les orbites sont quasiment circulaires. C'est pas parfait, mais enfin, elles ont l'air d'être quand même relativement peu elliptiques. Alors, si je regarde par exemple l'orbite de la Terre, en effet, ça ressemble à un cercle. Mais si l'excentricité, hein, ce qu'on appelle de l'orbite de la Terre, je vous dis pour information, elle est de 0,017. Et une excentricité nulle, on l'a vu, c'est un cercle parfait. Donc si je modifie, si j'annule pardon l'excentricité de l'orbite de la Terre, regardez bien, on a ici en blanc l'orbite de la Terre si elle était parfaitement circulaire. Et vous avez en orangé ici l'orbite de la Terre réelle, c'est-à-dire sur sa trajectoire elliptique, comme vous le voyez. Euh, L'approximation circulaire est tout à fait envisageable pour la Terre, bien sûr, mais remarquez que pour les autres planètes, ça fonctionne à peu près aussi, hein, même si ce n'est pas exactement la réalité. Voilà, je en parlerai dans l'analyse newtonienne dans la prochaine vidéo, mais c'est important de comprendre que dans notre programme de TS, dans cette partie grand 2, on considère que les orbites sont circulaires pour nous simplifier l'existence. Ce sera important de comprendre que dans la théorie de Newton, l'analyse complète s'applique aux orbites elliptiques, mais ce n'est pas notre programme de terminale pour des raisons de simplification, hein, vous l'avez compris. Alors, regardons un petit peu de plus loin notre système solaire et regardons maintenant Pluton. Alors, remarquez une chose, bon, on l'a déjà rencontré, Pluton, vous la voyez, elle est là, sur une orbite, alors là, par contre, qui est clairement elliptique. Hein, vous le voyez ici. L'excentricité de l'orbite de Pluton est de 0,25. Voilà, je vous le dis pour information. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a contribué à rétrograder il y a quelques années la planète Pluton du statut de planète à statut de objet quelconque du système solaire, ou plutôt astéroïde, comme on dit. Cette orbite très elliptique est très très particulière par rapport aux planètes officielles que vous voyez ici, dont l'orbite, vous le voyez vu de loin, est quasiment circulaire. Et il y a une première conséquence de l'ellipticité de l'orbite de Pluton, c'est que vous la voyez ici, croiser l'orbite de Neptune. Vous le voyez ici. Et le fait qu'elle croise l'orbite de Neptune, ben, alors elle le fait, vous le savez, sa période c'est 240 ans à peu près, elle le fait tous les 240 ans. Ça donne la possibilité de collision avec Neptune, mais il faudrait que Neptune passe par là exactement au même moment que Pluton croise l'orbite de Neptune. Tout ceci est hautement improbable, mais les probabilités de collision entre Pluton et Neptune sont extrêmement faibles, mais pas nulles. Donc quand on fera l'analyse de Pluton dans l'approximation circulaire, bah, on sera obligé de considérer ce cercle ici. Regardez bien le cercle blanc. Là en blanc, vous avez l'orbite de Pluton comme si elle était parfaitement circulaire, ce serait comme ça. Mais l'orbite réelle de Pluton est elliptique et vous voyez qu'il y a quand même certaines différences. Ça n'empêche pas, si je fais des calculs de période de Pluton, par exemple, dans l'approximation circulaire, d'avoir de très bons résultats malgré tout, hein. Voilà. Alors, une deuxième petite remarque, euh, qui, on peut se poser la question de savoir, et il faut que vous m'accordiez 2 petites secondes pour pouvoir ouvrir le fichier que je voulais vous montrer. Voilà, on prend son temps. OK. Voilà, je voulais vous montrer ceci pour se poser la question, qu'est-ce qui va faire que, pour répondre à la question qui m'a été posée, de savoir qu'est-ce qui va
déterminer l'orbite d'une planète. Est-ce qu'elle va être très elliptique, peu elliptique ou quasiment circulaire? Alors, vous avez ici le Soleil, vous avez ici une planète, prenons la Terre, et vous avez ici un vecteur vitesse initial avec lequel je vais lancer la planète dans l'espace. Et quand je regarde sa trajectoire, je me rends compte qu'en effet, la trajectoire est quasiment circulaire. Voilà. Euh, Si les conditions initiales avaient été un peu changées, c'est-à-dire que si je lance la planète comme ça dans l'espace de manière un peu différente, c'est-à-dire, je sais pas moi, comme ceci, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ben, là, par contre, j'aurai une trajectoire beaucoup plus elliptique. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais remarquez simplement que tout dépend des conditions initiales. Alors, quelles étaient les conditions initiales pour la Terre? Ça, je vous en parlerai, j'espère, dans la dernière vidéo, pour voir un petit peu ce qui a influencé tout- toutes ces trajectoires de planètes, pourquoi les planètes jusqu'à au moins Neptune sont à peu près circulaires et pourquoi après il y a d'autres objets qui sont des trajectoires elliptiques. Mais remarquez que tout ça dépend des conditions initiales, de la formation du système solaire et tout ça est forcément un petit peu compliqué. Mais j'y reviendrai dans la dernière vidéo. Dernière chose que je voulais vous montrer avant de parler de la base de Fresnel, c'est ceci. J'ai toujours ma planète qui est là, j'ai le Soleil qui est ici, et là j'ai un objet un petit peu plus éloigné qu'on va appeler une comète, et je vais lancer le système. La planète se stabilise sur une orbite circulaire. Vous voyez que la comète, par contre, est sur une orbite franchement elliptique. Alors ceci est la trajectoire de la Terre ou de n'importe quelle planète, et ici vous avez la trajectoire de ce qu'on peut appeler une comète extrêmement elliptique, comme vous le voyez ici, c'est pas à l'échelle, mais peu importe. Je veux simplement vous faire remarquer que la comète, forcément, va croiser lors de son passage sur l'orbite de la Terre. Elle va couper l'orbite de la Terre deux fois, une fois à l'aller et une fois au retour. Alors, les comètes qui coupent comme ça l'orbite de la Terre, on les appelle les géocroiseurs. Il y a aussi des astéroïdes, des gros cailloux qui sont dans cette situation. Et là, on voit bien que les possibilités de collision d'une comète ou d'un astéroïde avec la Terre ne sont pas, les probabilités ne sont pas nulles. Elles sont extrêmement faibles. Ça m'amène à vous faire remarquer que finalement, quand je retourne voir mes planètes du système solaire et je vais retourner à l'orbite de Mars, ici, voilà, on s'aperçoit que forcément, euh, ça a bien dû arriver dans le passé qu'il y ait des objets qui aient des trajectoires très très elliptiques, mais qui forcément allaient couper les trajectoires de planètes plus établies et plus massives. Donc les collisions pardon, ont eu lieu par le passé et les orbites des planètes dites intérieures, disons jusqu'à Neptune, se sont stabilisées sur des orbites quasi circulaires. Alors, ces comètes, je vais vous en présenter deux au moins, pour s'apercevoir que l'animation que je vous ai montrée juste avant n'est pas forcément à l'échelle, puisque vous voyez ici, on a l'orbite de Neptune, là, on est aux confins du système solaire, en tout cas pour les planètes, et la comète de Halley, la plus connue, on voit bien que sa trajectoire mise à l'échelle est extrêmement elliptique. La période de la comète de Halley, c'est 70 ans à peu près. J'ai pu observer son passage dans les années 90. Si je vis jusqu'en 2061, j'aurai précisément 90 ans. J'aurai le plaisir de la revoir et vous aurez le plaisir de la voir en 2061. 70 ans pour parcourir cette ellipse. Deuxième comète qu'on a vue dans le ciel dans les années 90, c'était la planète Yakutake, qui a une orbite, alors comme vous le voyez ici, extrêmement elliptique, comme vous le voyez. Elle est passée dans les années 90. Les astronomes ont calculé sa période, combien de temps il faudra pour qu'elle revienne. Alors là, c'est 70 000 ans. Donc on va patienter un petit peu avant de la revoir. On lui a dit au revoir dans les années 90 et puis on verra bien s'il y a quelqu'un pour lui dire bonjour quand elle repassera la prochaine fois. Euh, une comète, quand elle s'approche du Soleil, a cet aspect et c'est absolument magnifique. Dernière remarque, euh, en 1000, euh, je vous le dis de mémoire, je crois que c'était en 1996, il y a une comète qui s'appelle Schumacher-Levy 2 qui a croisé l'orbite de Jupiter. Jupiter est tellement massive que quand un objet passe à sa proximité,
Jupiter la capture gravitationnellement, et c'est ce qui s'est produit. Et cette comète est passée au voisinage de Jupiter et s'est littéralement écrasée sur la planète Jupiter, comme vous le voyez ici, après avoir été fragmentée en 23 morceaux. Alors quand je dis écrasée, j'exagère un peu parce que Jupiter est une planète gazeuse. Donc ce que vous voyez ici, ce sont les fragments de cette comète qui entre dans l'atmosphère, et tout ça a dégagé une énergie incroyable. C'était la première fois qu'on observait la chute d'une comète sur une planète, ce qui est vraiment impressionnant. Ça a été capturé par le radiotélescope de l'université d'Hawaï en infrarouge ici. Voilà, je vais maintenant revenir au cœur de notre cours, sur la base de Freinet. Suivez la feuille, hein, du PDF que je vous ai donné, et moi je vais vous montrer une petite simulation qui va nous permettre de mieux comprendre tout ça. Alors c'est pareil, il faut le temps que je vous la mette à l'écran, et la voilà. Alors allons-y, sur la base de Freinet. En introduction, je vous dirais que c'est vrai que cette base de Freinet, c'est un petit peu compliqué à comprendre au début, parce que on va quitter nos repères habituels orthonormés, hein, les repères O, I, J, avec les axes X et Y, pour nous simplifier la vie, pour analyser des mouvements circulaires à la fin. Et pour l'instant, j'ai généralisé ça, comme vous le voyez, avec cette petite boule bleue qui se balade sur une trajectoire curviligne, aux trajectoires curvilignes. Jean-Frédéric Freinet crée dans le 19e siècle à peu près, c'est un mathématicien, astronome et météorologue, une nouvelle base, un nouveau repère pour pouvoir analyser avec plus de simplicité le mouvement des objets qui sont sur des trajectoires, comme vous le voyez ici, courbées. Alors, je vais faire un petit arrêt sur image sur mon objet qui était en mouvement ici sur cette trajectoire curviligne, et regardons maintenant comment on peut le décrire, ce mouvement. Alors ici, vous voyez, l'objet est là, et la première chose que nous dit Freinet, c'est qu'on peut assimiler au moment où l'objet passe ici sur sa trajectoire, la courbure ici de la trajectoire qu'il suit à un cercle qui épouse parfaitement, localement, la courbure de la courbe qui est la trajectoire de l'objet qui est ici en mouvement à cet endroit-là. Ce cercle-là a une certaine dimension, comme vous voyez, il a un certain centre, ici, il a un certain rayon, mais localement, si l'objet était passé par ici, on voit bien que le rayon du cercle qui épouse la trajectoire curviligne à ce moment-là est beaucoup plus petite. Le rayon de ce cercle, ici, on l'appelle le rayon de courbure, et on voit que plus la trajectoire est courbée, plus le rayon de courbure est faible. Ici, la trajectoire est moins courbée, le rayon de courbure, qui est le rayon de ce cercle, est plus élevé. Dans la base de Freinet, alors vous savez, hein, dans la base orthonormée classique, on a les vecteurs I et J, et dans la base de Freinet, on va avoir les vecteurs T et N. T comme tangentiel, N comme normal. Dans la correction des exercices, vous verrez que beaucoup d'auteurs les appellent UT et UN comme vecteurs unitaires tangentiels, unitaires normal. Ça dépend des auteurs, parfois c'est T et N, parfois c'est UT et UN, peu importe, hein. Alors, ce vecteur T tangentiel, il est unitaire, oui, et il est toujours tangent à la trajectoire de l'objet qui est en mouvement sur une trajectoire curviligne. Deuxième vecteur, comme dans la base orthonormée, dans la base de Freinet, on va prendre le vecteur qui lui est orthogonal, qui est unitaire lui aussi, et qu'on va appeler le vecteur n, le vecteur normal. Il est dirigé vers le centre du cercle de courbure, ces deux vecteurs sont unitaires, et maintenant regardons comment on va pouvoir exprimer la vitesse d'un objet, de cet objet bleu ici, dans cette nouvelle base dite de Freinet. La vitesse de mon objet est toujours tangente à la trajectoire. Donc la première remarque que je peux faire, c'est que la vitesse de mon objet sur une trajectoire curviligne sera toujours collinéaire à ce vecteur t que vous voyez ici. Et ça va grandement simplifier notre étude. Pourquoi ? Puisque le vecteur v, il a deux composantes dans une base à deux dimensions, et l'expression du vecteur v, comme vous le voyez dans le cours, elle va se réduire donc à la composante tangentielle et la composante normale.
on voit tout de suite que ce vecteur vitesse va s'exprimer très simplement puisque sa projection sur l'axe normal, sa projection sur l'axe qui est ici, va être nulle parce qu'il est orthogonal au vecteur n. Donc ici, pas de problème, comme v est perpendiculaire, on devrait plutôt dire orthogonal pour les vecteurs. Sa composante ou sa projection sur l'axe normal est nulle. Maintenant, quand je regarde l'expression du vecteur v sur l'axe tangentiel, ben, je vois maintenant ici que comme les deux vecteurs sont collinéaires, la projection du vecteur v sur l'axe tangentiel, c'est le vecteur v lui-même. Sans flèche, bien sûr, puisque quand je projette un vecteur sur les axes, le but du jeu est toujours d'accéder à la norme du vecteur, comme vous le savez déjà. Alors, continuons maintenant sur le vecteur accélération, qui est celui qui va nous intéresser, puisqu'on sait très bien que la deuxième loi de Newton nous exprime l'accélération d'un objet. Alors, est-ce qu'il y a une accélération quand un objet est sur une trajectoire curviligne? Oui, il y en a une. Pourquoi? Le vecteur vitesse est toujours en variation pour une simple raison, c'est que vous n'êtes pas sur un mouvement circulaire. Pardon, vous n'êtes pas sur un mouvement rectiligne, par définition. Or, le seul mouvement inertiel dont accélération est nulle, principe d'inertie, c'est si on est sur une trajectoire rectiligne et uniforme. Alors là, le mouvement pourra peut-être être uniforme ici, mais il ne sera jamais rectiligne. Donc, il y a une accélération. Cette accélération, j'ai dessiné, vous allez voir ici, mais je l'ai mise un peu n'importe où parce qu'on ne sait pas encore exactement où elle va être. Dessinons-la comme ça et regardons maintenant quelles vont être ces deux composantes. Alors les deux composantes du vecteur accélération, il y aura une composante tangentielle ici et une composante normale. Ici, on ne va pas passer notre temps à le démontrer, et heureusement, c'est en dehors de notre programme de TS, et on fera l'effort d'apprendre par cœur, tout simplement, sans le démontrer, mais sachez que Jean-Frédéric Fresnel le fait, bien sûr, et on peut le faire, mais ça nous prendrait trop de temps. On va retenir par cœur l'expression de la composante du vecteur accélération sur l'axe tangentiel et l'axe normal. Donc on va retenir pour l'instant que l'accélération sur l'axe tangentiel, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et Jean-Frédéric Fresnel nous montre que l'accélération sur l'axe normal ici s'exprime comme ceci, c'est-à-dire c'est la vitesse au carré divisée par le rayon du cercle de courbure, le rayon qui serait ici. Voilà, alors ça peut paraître un petit peu exotique, mais vous allez voir, dans la prochaine vidéo, on va utiliser ceci, mais cette fois-ci dans le cadre de la deuxième loi de Newton. Donc avant de vous lancer sur la deuxième vidéo, retenez bien ceci, les composantes de la base de Fresnel pour la vitesse, c'est ça, et pour l'accélération, c'est ça. Voilà, je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la vidéo suivante, qui sera la dernière, sur l'analyse newtonienne dans la base de Fresnel du mouvement des satellites dans l'approximation circulaire.